Et la question qu'on va chercher à poser, c'est dans notre soirée là, c'est à partir de quand est-ce que il n'est plus requis que j'obéisse à mon manager? Bonsoir à tous. Je suis effectivement ravi de travailler ce sujet-là qui est en lien avec les thématiques de recherche que je travaille, notamment à l'IPC où je m'occupe d'un master RH et on travaille notamment sur la question du principe de subsidiarité avec la question du rapport entre autorité, autonomie et la question de l'obéissance, évidemment, est au cœur des réflexions. Je fais aussi partie du GRAS, le groupe de recherche anthropologie chrétienne et entreprise, un groupe de recherche d'une quarantaine de chercheurs qui cherchent comme leur nom l'indique, à voir l'utilité de l'anthropologie chrétienne pour comprendre le monde du travail. Et donc, dans ce cadre-là, question de l'obéissance, doit-on obéissance à son manager? C'est un peu particulier ce sujet, parce que à la fois, évidemment, je dois obéir à mon manager, bah oui, c'est mon chef, donc je lui obéis, et en même temps, c'est pas tout à fait le type de vocabulaire qu'on emploie dans le cadre de l'entreprise contemporaine du 21e siècle. Un manager qui dit à son collaborateur, tu dois m'obéir, à mon avis, ça n'arrive pas très souvent. Un collaborateur qui dit à son chef, bah oui, c'est toi le chef, donc j'obéis, c'est tout de suite que les relations sont pas au beau fixe, hein. Le mot obéissance, d'ailleurs, j'ai encore entendu récemment dans une entreprise dans laquelle j'interviens, il est mobilisé surtout quand ça va pas très bien. Typiquement, dans la, la phrase, bah voilà, t'obéis, t'es pas payé pour réfléchir, t'es payé pour obéir, quoi. Hein, quand la collaborateur fait part de son désaccord, on mobilise l'obéissance, pas forcément connotée de manière très positive. Et la question qu'on va chercher à poser, c'est dans notre soirée là, c'est évidemment la question, bah, c'est doit-on obéir à son manager? On comprend bien. Est-ce que je dois toujours obéir à mon manager? Bon, la réponse est un peu facile. Bah non, s'il te demande de te jeter par la fenêtre, tu vas pas te jeter par la fenêtre. Donc, on voit bien la réponse. Mais alors, il y a une autre question qui vient, mais c'est à partir de quand est-ce que il n'est plus requis que j'obéisse à mon manager? Euh, et puis obéir sans reproche, est-ce que ça veut dire que j'ai pas le droit de challenger les décisions de mon manager? Qu'est-ce que ça veut dire obéir sans reproche? Si on est scout, on obéit sans reproche. Euh, Jusqu'où ça va, ce sans reproche? Et puis il y a une autre question, peut-être plus fondamentale qu'on va poser pour commencer, c'est pourquoi doit-on obéir? Pourquoi doit-on obéir? Euh, Ce qui est certain, c'est que l'obéissance, aujourd'hui, dans le management, j'ai commencé par là, elle n'a pas bonne presse et mon propos va consister à montrer d'abord pourquoi est-ce que l'obéissance n'a pas le vent en poupe. Ensuite, pourquoi est-ce que il est bon d'obéir à son manager. Et enfin, jusqu'où obéir à son manager. Trois temps. Pourquoi on n'aime pas l'obéissance aujourd'hui dans l'entreprise? Pourquoi il est quand même bon d'obéir? Et jusqu'où obéir? Alors, pourquoi on n'aime pas l'obéissance aujourd'hui dans le management? À la fois, c'est un peu étonnant parce que manager, on voit bien, c'est voilà, il y a une histoire de chef et donc avec des collaborateurs. Et donc, bah voilà, un N+1 à N-1, il y a de l'obéissance, c'est juste logique, quoi. Mais déjà, effectivement, on voit bien, on ne parle pas de supérieur et d'inférieur, on parle de manager et de collaborateur. Et avec une petite supercherie de termes, hein, parce que le collaborateur connote une relation partenariale, d'égalité, alors que la réalité est celle d'une subordination. Mais dans les années 80-90, on a abandonné
Vous l'avez entendu comme moi, le terme de subordonné, on parle pas, un manager ne parle pas de ses subordonnés. Hein. Il y a d'ailleurs plein de subtilités de langage pour dire, quand je suis manager, je dis, voilà, je parle des équipes qui sont sous ma responsabilité ou les gens qui me répondent, avec anglicisme-là. Voilà, c'est des gens qui me reportent. C'est des gens qui me reportent. C'est pas mes subordonnés, c'est des gens qui me reportent. Et donc, on cherche à esquiver cette réalité de l'obéissance. Et en fait, toute l'histoire du management n'est rien d'autre, au sens de toute l'histoire des théories du management, n'est rien d'autre que l'histoire de cette esquive de la relation d'autorité. Les théoriciens du management, depuis le début, ont cherché à évacuer la relation d'autorité. Le premier théoricien du management, vous le savez, c'est Taylor. Frederick Winslow Taylor, qui a inventé un système qui permet d'éviter l'obéissance à un manager, puisque l'organisation scientifique du travail est censée supprimer la supériorité des patrons sur les employés et instaurer ce qu'il appelle friendly cooperation, c'est-à-dire une coopération amicale entre les employeurs et les employés. Alors évidemment, ce n'est pas l'image qu'on se fait de Taylor aujourd'hui, hein, puisqu'on ne lit plus Taylor, et entre Taylor et la représentation qu'on s'en fait aujourd'hui, il y a toute l'épaisseur des bouquins que Taylor a écrits, mais que personne n'a lus. Effectivement, Taylor, c'est un promoteur de la coopération amicale entre employeurs et employés, parce qu'il réagit au marxisme ambiant en disant non, ce n'est pas une fatalité d'opposer les intérêts des employés et des employeurs. Il y a une façon de combiner les intérêts des employés et des employeurs, c'est l'organisation scientifique du travail. Grâce à la science, on va trouver the one best way, la seule bonne façon de faire, qui va réconcilier autour d'elle l'employeur et l'employé, puisque tous les deux auront intérêt à cette seule bonne façon de faire. L'employeur, évidemment, va trouver plus d'intérêt parce que plus de rentabilité. L'employé, du fait du salaire à la pièce, trouvera aussi de l'intérêt à cette productivité accrue grâce à l'organisation scientifique du travail. Désormais, avec Taylor, je n'obéis plus à mon chef, j'obéis à la science. J'obéis à la vérité. J'obéis à la façon de faire établie scientifiquement et c'est une façon d'évacuer la relation d'obéissance. La preuve, c'est que vient s'interposer entre le manager et le manager, entre le contremaître et l'ouvrier, le bureau des méthodes, qui, lui, n'a pas, ne va faire, comment dire, appliquer les méthodes sans avoir le pouvoir hiérarchique. Et cette première théorisation du management de Taylor peut être relue comme une façon d'évacuer la relation d'autorité. C'est notamment pour des raisons religieuses que Taylor évacue la relation d'obéissance. En fait, Taylor était Quaker, et chez les Quakers, chez nous les Quakers américains, euh, chez les Quakers, qui s'appelle, le nom officiel des Quakers, c'est la Société des Amis, et l'éducation qu'il a reçue de sa mère, Taylor, c'est une éducation dans laquelle le pacifisme a une grande importance et l'égalité entre tous les hommes a aussi une grande importance. Je ne m'attarde pas là-dessus. Si on prend le deuxième grand théoricien des débuts du management, Max Weber, on trouve chez lui aussi une façon de théoriser le management qui permet d'évacuer les relations d'obéissance. C'est encore plus clair pour Weber que pour Taylor. Max Weber, vous savez, début du 19e siècle, de mémoire, il est mort en 1919, et j'ai un doute. Oui, c'est en 1919. Euh, c'est le théoricien de la bureaucratie. On pourrait dire, bah ouais, bureaucratie, bah là, il faut obéir. Donc, au contraire, le théoricien de la bureaucratie, celui qui promeut la bureaucratie, hein, eh bien, on pourrait dire que
il promeut aussi les relations d'obéissance. Non, c'est une lecture un peu trop rapide. Précisément, si Max Weber met en avant la relation, la bureaucratie, c'est-à-dire un mode d'organisation du travail dans lequel la, la, la standardisation du travail et l'obéissance aux règles prime sur toute autre considération. On pourrait la définir comme ça, la bureaucratie. Et Max Weber va promouvoir la bureaucratie pour évacuer les jeux de pouvoir. En fait, grâce à la bureaucratie, je n'obéis pas à mon chef, j'obéis à la rationalité de la règle. Il y a une règle et je lui obéis, de telle sorte que mon chef et moi sommes tous les deux égaux devant la loi. C'est l'application de la théorie qui voit le jour, notamment au XVIIIe siècle, mais qui fait écho à certaines traditions antiques, hein, notamment chez Platon, où il s'agit, pour supprimer le risque du pouvoir, de donner le pouvoir à la loi et de mettre le souverain comme le sujet à égalité devant la loi. De telle sorte que on ne va pas obliger un homme à se soumettre à à la volonté de son semblable, mais on va l'obliger à se soumettre à la loi et ainsi on évacue la relation d'obéissance. Vous savez, hein, j'ai un souvenir comme ça dans un TGV. Portez votre masque, monsieur. La discussion à laquelle j'assistais, portez votre masque, monsieur. Bah, qui êtes-vous pour me demander ça? Mais ce n'est pas moi qui vous demande ça, c'est la loi. Ce n'est pas moi à qui il faut obéir. Je ne vous demande pas de vous soumettre à moi, puisque nous sommes deux égaux. Je vous demande juste de vous soumettre à la loi. Donc, avec la bureaucratie, on a aussi cette éviction de la relation d'obéissance. Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle l'école classique, ces deux représentants de l'école classique de théorie des organisations. Euh, dans l'histoire du XXe siècle, ces auteurs-là vont se voir contredire par d'autres auteurs qu'on appelle le mouvement des relations humaines et qui vont prendre le contre-pied en disant non, 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 c'est trop directif ces façons de faire là, de Taylor et de Weber. Il faut mettre en place un management participatif. C'est notamment Kurt Lewin, hein, qui est le grand initiateur théoricien du management participatif, et qui va dire il faut évacuer la dimension directive des, des relations hiérarchiques pour adopter un mode participatif. Hein, Kurt Lewin, c'est un psychosociologue qui, disons, la majorité des psychosociologues, des initiateurs de la psychosociologie, a été traumatisé par l'expérience de la mise en place de la solution finale par des individus qui semblaient de bonne foi. Et on s'est demandé, hein, vous savez, l'expérience de Milgram, hein, c'est typique de ce courant-là. On cherche à comprendre comment quelqu'un de bien a pu en arriver là, à appuyer sur des boutons ou à mettre des tampons pour envoyer des juifs à Auschwitz. Et traumatisé par la dimension directive de toute relation d'autorité, Kurt Lewin veut instaurer un management participatif qui voilà, va vivre. Bon, il y a différentes étapes, peu importe. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans cette histoire des théories du management, où on a vu que d'un côté, l'école classique de théorie des organisations avec Taylor et Weber cherche à supplanter la relation d'obéissance par un rapport à la science neutre, un rapport à la règle neutre. Il n'y a pas la relation d'un supérieur à son subordonné, car tous les deux sont égaux devant la science, devant la loi. On a la réaction de Kurt Lewin, qui prône le management participatif. Aujourd'hui, on a, semble-t-il, un mix des deux, avec à la fois une bureaucratie digitalisée. Ce n'est pas moi, c'est le CRM qui te demande d'eux. Ce n'est pas moi, c'est le RP. Ce n'est pas moi, c'est voilà, l'outil digital qui te demande ça, avec cette neutralisation des rapports de pouvoir
puisque chacun est à égalité devant la procédure. Et puis, en même temps, on a un management qui se veut participatif, avec bah, toute cette ambiguïté d'un management qui se veut participatif, mais qui doit quand même être un management. Et ceux qui travaillent dans les entreprises perçoivent bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que d'un côté, je dois te donner des directives, mais je n'ai pas le droit d'être directif, puisque je lis les magazines de management. Et dans les magazines de management, je lis que le péché mortel du manager, c'est d'être directif. Donc, dois donner des directives parce que je suis manager, j'ai pas le droit d'être directif. Donc, comment donner des directives sans être directif? Il n'y a qu'une seule solution, c'est la manipulation. Manipulation, hein, qui peut se définir comme ça, je dis une chose pour faire comprendre autre chose. Donc, je te dis que tu es libre, alors qu'en fait, je veux que tu fasses ce que je te demande. Et ça va donner les choses suivantes. La fausse consultation. Hein. Alors, je vous ai réunis parce que c'est très important d'avoir votre avis. Hein. La décision n'est pas encore prise et c'est pour ça que je voudrais savoir ce que vous en pensez avant de prendre la décision. Ouais. On voit bien l'idée, hein, pour gagner sur les deux tableaux. C'est-à-dire que pour que les gens s'impliquent, il faut qu'on leur fasse croire que ça vient d'eux. Et en même temps, pour garder le contrôle sur la décision, il faut que ça vienne de moi. Et donc, je suis obligé, puisque je refuse de me confronter à une relation d'obéissance, de faire cette manipulation-là. De même que je ne peux pas demander à quelqu'un de m'obéir. Donc, par exemple, sur une question d'horaire, je vais pas lui demander d'obéir. Je vais juste regarder ma montre au moment où il part, puis dire, ah, t'as pris ton après-midi? Alors qu'il est 16h30. Euh, j'ai dit un truc, mais sans le dire. Hein, j'ai pas exigé l'obéissance, puisque j'ai pas donné de directive, j'ai pas donné de précepte. Donc, il n'y a pas d'obéissance de requise. Hein. Je suis un manager très participatif, puisque j'ai fait subtilement une remarque sans être directif. Et c'est ainsi que le collaborateur part avec la boule au ventre, en se demandant si son chef était sérieux ou pas, quel était le pourcentage de sérieux dans ce qu'a dit son chef. Pareil, hein, Tiens, ah, il faudrait qu'on fasse ça. Ah, il faudrait qu'on traite ce dossier, dit le manager et pose le dossier dans la bannette. Le on permet d'évacuer la relation d'obéissance. Je n'attends pas de toi de l'obéissance, j'attends de toi que tu t'impliques de toi-même et que tu comprennes que euh, c'est à toi de le faire. Et moi, je dois dire que j'ai, euh, j'ai été très frappé au début, quand j'ai fait mes premières armes en tant que formateur en management il y a une dizaine d'années. J'intervenais dans une entreprise de télécom qui avait eu des affres de management qui avaient engendré des drames. Hein. C'est un opérateur de télécom que je ne nommerai pas, qui a une couleur d'un fruit. J'intervenais là parce que la thématique qu'on m'avait demandé de traiter, c'était gagner en aisance dans sa vie professionnelle. Et les gens avaient été abîmés par le mode de management et avaient été abîmés par le mode de management et pas par le mode de management harcelant qui avait précédé l'époque dans laquelle j'intervenais, mais par le nouveau mode de management, puisqu'ils avaient fait un contrat social dans lequel ils avaient déterminé que désormais les managers ne devaient plus harceler, et les managers avaient compris, vous ne devez plus être directif, donc vous ne devez plus donner des directives. Et en même temps, vous êtes toujours manager, donc il faut que bah, vous fassiez comprendre aux gens qui travaillent, quoi. Et donc les managers essayaient de faire comprendre des choses à demi-mot, mais sans surtout être accusés de harcèlement, donc sans dire clairement les choses. Et en fait, les gens étaient là, ils avaient un chef qui passait dans le couloir, essayait de savoir comment ça allait, etc. Et on savait que le chef avait des choses à demander, mais qu'il n'osait pas les demander. Je sais qu'il attend quelque chose de moi, mais je ne sais pas quoi, parce que bah, dire est-ce que tu pourrais faire ça pour le temps, c'est déjà être trop directif. Donc je sais qu'il attend quelque chose de moi, mais je ne sais pas quoi, et je dois deviner dans le regard de mon chef ce qu'il attend de moi, parce que lui est tétanisé à l'idée de faire du harcèlement.
Donc, vous l'avez compris, évacuation de la relation d'obéissance, aujourd'hui encore. Alors pourquoi on a évacué cette relation d'obéissance? Vu l'heure qu'il est, je ne vais pas traiter le sujet, mais c'est quand même l'idée que l'entreprise naît sur l'idée que le marché va permettre de mettre tout le monde et l'institution qui va pouvoir permettre de mettre à chacun à égalité, puisque sur le marché du travail qui a remplacé le système de corporation, qui était un système très hiérarchique, désormais, chaque travailleur et chaque détenteur du capital va pouvoir contracter de manière libre et les individus se rencontrent en toute liberté sur le marché du travail et en toute égalité, puisqu'on signe un contrat dans lequel théoriquement il n'y a pas de relation de pouvoir. L'entreprise qui est censée incarner qui est l'outil principal, disons, de ce fonctionnement-là, bah, ne pouvait pas décemment réinstaurer de l'obéissance, alors qu'elle était, disons, là pour évacuer les relations de subordination qui étaient celles de l'Ancien Régime que la loi Le Chapelier avait supprimées. Voilà, en bref, hein, désolé d'être très rapide, parce que j'ai plein de choses à vous dire passionnantes sur l'obéissance, notamment, euh, si je retrouve mes petites feuilles. Oui, deuxième partie, donc, pourquoi obéir? Pourquoi obéir? Et c'est plus généralement que pourquoi obéir à mon manager, ça on y viendra, mais pourquoi obéir? Aujourd'hui, à la réponse à la question pourquoi telle chose est bien, il y a trois grands types de réponses, trois grandes théories éthiques. D'abord, le conséquentialisme, c'est bien d'obéir parce que sinon je vais avoir des ennuis. Si j'obéis pas à mon chef, bah, je vais me retrouver au chômage. Si je me retrouve au chômage, etc. Donc, obéir pour éviter les ennuis ou obéir pour maximiser mes chances de progresser, etc. Donc, pourquoi j'obéis? Parce que les conséquences de mon action sont souhaitables. Deuxième approche, ce qu'on appelle la déontologie. Pourquoi j'obéis? Par devoir, par devoir moral, par devoir d'État même, peut-on dire. J'obéis parce que c'est dans mes valeurs d'obéir, j'obéis parce que j'ai appris qu'il fallait obéir, et c'est bien d'obéir parce que c'est un devoir. L'approche de l'obéissance de l'éthique chrétienne, elle, ni l'une ni l'autre. C'est une approche qui va dire obéir, c'est bien parce que ça me fait grandir, parce que ça me rend meilleur. C'est pas obéir parce que sinon je vais en payer les conséquences ou parce que comme ça je vais avoir des bénéfices qui vont servir mon intérêt. C'est pas j'obéis par devoir, c'est j'obéis parce que ça me rend meilleur. C'est ce qu'on appelle l'éthique des vertus. L'obéissance est une vertu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Pour le voir, il faut déjà avoir en tête que, contrairement aux animaux, qui sont régis par leur instinct, les êtres humains sont indéterminés au départ. On n'est pas déterminé à parler tel ou tel langage, par exemple. Il y a des centaines d'idiomes, de dialectes et de langues dans le monde, et on ne n'est pas déterminé à parler telle ou telle langue. On ne n'est pas non plus déterminé à avoir tel ou tel type d'habitat. Un oiseau fait un nid, un castor un barrage, mais l'être humain, lui, peut habiter dans une hutte, dans une yourte, dans un HLM ou dans un palais. Bref, nous sommes au départ indéterminés. Certes, nous sommes faits pour le bien, mais le chemin pour y parvenir, lui, est vierge, et c'est à nous de le tracer, c'est à nous de nous déterminer. Et comment se fait cette détermination? C'est par des dispositions que nous acquérons par répétition d'actes. Ces dispositions acquises par répétition d'actes s'appellent des vertus. Pour ceux qui sont en train de prendre des notes, les courageux qui prennent des notes à 21h30 devant leur ordi, je vous propose l'expérience suivante. Vous prenez votre stylo, vous le changez de main,
et vous écrivez le mot vertu. Alors, je vais essayer d'écrire le mot vertu. C'est une bonne façon d'expérimenter ce qu'est une disposition acquise par répétition d'actes. Parce que là, on a un truc, ah, attendez, ah, ça donne ça, vertu. Donc, effectivement, on voit bien que ici, c'est une disposition technique et pas une disposition éthique. Mais à cette différence près, on voit bien que nous avons des dispositions acquises par répétition d'actes qui nous permettent ensuite de poser des actes avec ordre, facilité et sans erreur. Ça nous permet, sans effort, de faire ici des belles lettres, un V, un E, un R. Dans le domaine éthique, ça nous permet de faire le bien facilement. La vertu est une disposition acquise par répétition d'actes qui nous aide à faire le bien facilement, sans que ça nous demande de l'énergie. Se lever le matin, au premier réveil, sans snoozer sur le téléphone, bah, c'est quelque chose qui s'acquiert. La première fois, bah, c'est compliqué, puis au fur et à mesure, ça va bien. Et ce qui est merveilleux avec le fonctionnement de la vertu, ce qui est enthousiasmant, c'est que de même que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, ça c'est le procédé du vice, qui est l'inverse de la vertu, eh bien c'est en posant des actes bons que l'on devient quelqu'un de bien. C'est en posant des actes de courage que l'on devient courageux. C'est en posant des actes de justice que l'on devient juste. C'est en posant des actes d'obéissance que l'on devient obéissant. Bref, nous sommes les fils de nos actes, dit Jean-Paul II dans Veritatis Splendor en citant Saint Grégoire, je ne sais plus si c'est Saint Grégoire de Nazianze ou Saint Grégoire le Grand, mais ici de Saint Grégoire qui dit nous sommes les fils de nos actes, c'est-à-dire les actes que nous posons façonnent notre personnalité morale. L'obéissance est une vertu, c'est donc une, une disposition qui nous facilite le bien. Alors, en quoi ça nous facilite le bien? Eh bien, parce que nous permet de nous libérer de notre volonté propre. Moi, je suis un grand fan de saint Thomas d'Aquin, qui nous dit euh, que c'est une très grande vertu, très très grande vertu. Alors, il dit pourquoi c'est assez intéressant son argumentation. Il dit que la grandeur d'une vertu morale se mesure à la nature du bien dont il nous libère. On pourrait dire que voilà, renoncer à une grosse prime serait plus louable que renoncer à une petite prime, si c'était souhaitable de renoncer à une prime. Plus le bien est grand, plus c'est méritoire de s'en libérer, d'une certaine façon. Et les vertus morales, vous savez qu'il y a deux grands types de vertus dans la morale chrétienne. Il y a les vertus théologales et les vertus morales. Les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et la charité. On dit théologales parce que elles ont pour objet Dieu et elles viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous les donne et elles nous portent à Dieu. Les vertus morales, elles ne regardent pas Dieu, mais elles regardent les biens de la terre. Et elles nous permettent de nous libérer des biens de la terre pour pouvoir nous être plus libres par rapport à eux. Ça veut pas dire supprimer ces biens de la terre, mais ça veut dire nous en libérer pour ne plus en être esclaves et pour les mettre à leur juste place. Et il y a trois grands types de biens extérieurs, de biens terrestres. Il y a les biens extérieurs, voilà, ma montre, mon bouquin, mon ordinateur, ma maison, etc. Il y a les biens du corps, voilà, j'ai les yeux, j'ai une bonne santé, j'ai une capacité à marcher avec mes jambes, etc. Et j'ai les biens de l'âme, dont le plus précieux, c'est ma volonté et ma capacité à utiliser tous les autres biens, en fait. Donc, c'est le bien des biens, le bien suprême. Donc, pour résumer, le raisonnement est le suivant. Une vertu est d'autant plus méritoire qu'elle nous fait abandonner un bien plus grand. Or, il y a trois grands types de biens, les biens extérieurs, les biens du corps et les biens de l'âme. Et vous l'avez deviné, l'obéissance est celle qui va nous libérer de notre volonté propre pour pouvoir nous tourner vers Dieu. Euh,
La pauvreté, elle, nous libère des biens extérieurs. La chasteté nous libère des biens du corps. L'obéissance nous libère des biens de l'âme. Tu vois? Bernard, Ouais. Bernard, je te pose une question qui est dans le chat et qui est à propos. Pourquoi se libérer d'un bien si c'est un bien? Ouais. Pourquoi se libérer d'un bien si c'est un bien? C'est une bonne question. On pourrait dire, ouais, mais c'est comment dire, considérer que les biens sont mauvais si on doit s'en libérer. Alors, on peut considérer que notre vie est un carême en grand, ou que le carême est notre vie en petit. Le propre du carême, c'est de nous libérer de biens, par exemple par le jeûne. Est-ce que ça veut dire que la nourriture n'est pas bonne? Non. Simplement, le jeûne nous permet de nous libérer de la nourriture, non pas de nous permettre de ne plus manger, mais de mettre les biens de la terre à leur juste place, c'est-à-dire seulement comme des moyens. Donc, quand je dis se libérer d'un bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire non pas supprimer ce bien comme s'il était mauvais, c'est le remettre à sa place de moyen, là où si on y prend garde, on va ériger ce bien en finalité. Les biens extérieurs, hein, on le sait, tous les biens que l'on possède et dont personne n'use sont des biens qui nous possèdent. Idolâtrie de mes richesses, de mes biens, et je m'attache à eux, et ils finissent par faire obstacle à ma relation à Dieu, parce qu'ils ne sont pas à leur juste place. Là où ils devraient être des marchepieds pour m'aider à faire le bien, des moyens pour faire le bien, c'est-à-dire pour aller à Dieu, si je ne suis pas vertueux, ces biens-là deviennent des fins et font écran à ma relation à Dieu. Pareil pour mes biens du corps, ma santé, etc. Je peux finir par me préoccuper davantage si je ne suis pas vertueux de mes biens du corps que de... Donc mon corps est un moyen pour aller vers Dieu, mais si je fais pas gaffe, eh ben, je passe plus de temps devant ma glace que devant mon icône, et ma glace fait écran pour m'empêcher d'aller vers Dieu. Donc, quand je dis se libérer, c'est une bonne question, hein. Ça ne veut pas dire supprimer, comme si c'était un mal. Ça veut dire juste remettre à sa place de moyen et non pas de fin. Donc, l'obéissance nous aide nous apprend à nous libérer de notre volonté. Notre volonté propre n'est pas une fin en soi. Pour finir, j'avais prévu de dire plein d'autres choses, mais je ne vais pas les dire. Euh, je vais aller à l'essentiel. Parce que la grande question, j'avais parlé de pourquoi est-ce que je dois obéissance à mon manager. Et là, je ne vais pas pouvoir traiter cette question-là. Derrière, c'est la question en fait du bien commun. C'est en tant que mon manager sert le bien commun, c'est ça qui est la source de la légitimité de l'obéissance que je lui dois. C'est un peu de la philosophie politique appliquée à la relation managériale, mais je ne vais pas traiter ça maintenant. Ce que je vais traiter, c'est plutôt jusqu'où doit-on obéissance? Ça, c'est un sujet passionnant, parce que c'est pas facile. Spontanément, typiquement, moi, je vais prendre l'article de la Somme théologique de saint Thomas. C'est l'article 5 de la question 104 sur l'obéissance dans la Secunda Secundae, c'est-à-dire la deuxième partie de la deuxième partie de la Somme de théologie. Et vous savez, saint Thomas, c'est pas un doctrinaire qui dit voilà la vérité. Il commence par poser le problème et dire que ça va pas de soi en fait. La vérité, elle n'est pas, c'est pas une évidence qu'on assène comme ça va pas de soi. Sur la question, est-ce que on doit obéir en tout à nos supérieurs, dans l'occurrence à nos managers, il commence par dire, bah, écoutez, saint Paul dit, enfants, obéissez en tout à vos parents. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. Donc, au même titre, les autres sujets doivent obéir à tous leurs supérieurs. Donc, les collaborateurs doivent obéir en tout à leur manager. C'est l'Écriture qui le dit. Deuxième élément, les supérieurs sont des intermédiaires entre Dieu et leurs sujets. On a Dieu, les supérieurs humains et les inférieurs. Donc, les préceptes du supérieur doivent être considérés comme les préceptes de Dieu.
Hein. C'est valable dans un couple, hein. Ce que femme veut, Dieu le veut. J'ai un voisin, il est anglais, il a une phrase géniale, il dit Happy wife, happy life. Si tu veux avoir une vie heureuse, contente ta femme. C'est pas du tout notre sujet, pardon, je m'égare. Mais effectivement, les préceptes du supérieur doivent être considérés comme les préceptes de Dieu. Ça, ces deux éléments, on dit, bah, du coup, il semble qu'il faille obéir en tout à nos supérieurs. Mais, ajoute-t-il, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et parfois, les ordres des supérieurs sont contraires à ceux de Dieu. Donc, alors, pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit obéir en tout à nos managers ou alors est-ce que parfois il faut s'en détacher? Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas la conclusion, parce que vous vous en doutez bien, c'est plutôt l'argumentation. Et il dit, il y a deux motifs que le sujet ne soit pas tenu à obéir en tout à son supérieur, pour deux motifs. D'abord, à cause de l'ordre d'un supérieur plus puissant. Hein. Il dit si le commissaire donne un ordre, devras-tu l'exécuter si le proconsul ordonne le contraire? Il cite un commentaire de l'Épître aux Romains. Et si le proconsul donne un ordre et l'empereur un autre, n'est-il pas évident qu'en méprisant le premier, tu dois obéir au second? Donc, si le, le consultant donne un ordre et que le manager donne un autre ordre, bah, il faut obéir à l'ordre du manager. Et si le senior manager donne un autre ordre que celui du manager, il vaut plutôt obéir à celui du senior manager. Et si l'associé donne un ordre, etc., etc., donc il vaut mieux obéir au général qu'au colonel, etc. Donc, si l'empereur donne un ordre et Dieu un autre, tu devras mépriser celui-là et obéir à Dieu. Effectivement, c'est bah, les dilemmes éthiques que nous pouvons avoir entre les préceptes de la loi naturelle, comme ne pas mentir, et les préceptes managériaux. Je me souviens de cette commerciale qui devait vendre, qui devait mentir sur l'argumentaire commercial en disant que la recette, c'était dans l'agroalimentaire, que la recette qu'elle vendait était exclusive pour ce client, alors qu'en fait, il faisait la même recette pour plein de clients, ce qui leur faisait faire des économies d'échelle. Voilà, là, on a un bon exemple. Elle n'était pas tenue d'obéir à son manager. Deuxième raison pour laquelle on n'est pas obligé d'obéir à son manager, c'est si celui-ci donne un ordre auquel il n'a pas à se soumettre. Car Sénèque écrit, on se trompe si l'on croit que la servitude s'impose à l'homme tout entier. La meilleure partie de lui-même y échappe. C'est le corps qui est soumis et engagé envers les maîtres. L'âme, elle, est indépendante. C'est pourquoi, en ce qui concerne le mouvement intérieur de la volonté, on n'est pas tenu d'obéir aux hommes, mais à Dieu seul. En ce qui concerne le mouvement intérieur de la volonté, on n'est pas obligé d'obéir à son manager. Je pense à cet exemple, parfois certains managers, quand il y a un conflit, bah, ils mettent les deux personnes en face, puis voilà, quelle est ta version, quelle est ta version, bon, alors ça peut pas durer comme ça, il faut vous réconcilier, euh, présentez-vous vos excuses l'un à l'autre, un peu comme en cours de récré. Là, effectivement, le manager, on voit bien, quand il prescrit à son collaborateur de présenter ses excuses, il lui prescrit quelque chose qui relève du mouvement intérieur de la volonté. Il peut dire éventuellement, écoute, si tu penses que tu as des excuses à venir apporter, je t'en prie, fais-le, mais il ne peut pas prescrire à titre de manager ces excuses-là. De même, quand on vous demande d'annoncer une décision avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, tant que la décision n'est pas un mal intrinsèque moralement, eh ben, le manager ne peut pas vous dire, je te demande d'être d'accord avec cette décision. Ça relève du mouvement intérieur de la volonté. Donc, dans ces cas-là, je dois annoncer la décision. Là, aujourd'hui, j'étais dans une entreprise dans laquelle ils font zéro télétravail. Les managers, ils ont du mal à tenir la décision et ils sont un peu pris entre deux feux, quoi, hein, la franchise et le dévouement. Hein. Dans la devise, dans les trois franchises dévouement pureté, là, on voit bien que franchise, dévouement, parfois, ça peut sembler un peu contradictoire, quoi. La franchise me dirait, ouais, je suis d'accord avec vous, hein, moi je suis franc, cette décision, c'est nul.
Ça, c'est la franchise. Et en même temps, dévouement, loyauté à mon manager qui me paye pour faire passer les messages, je suis censé dire, écoutez, cette décision, c'est une bonne décision. En fait, on ne me demande pas de donner mon avis quand je suis manager. Je ne suis pas obligé de dire que je suis d'accord ou que je ne suis pas d'accord. On me demande surtout de dire, voilà la décision. Nous ne faisons pas de télétravail dans cette entreprise et voilà pourquoi on ne fait pas de télétravail. C'est pour préserver la cohésion des équipes, c'est pour faciliter les interactions collectives, c'est pour des raisons d'exemplarité entre les gens qui sont sur le terrain et qui, eux, ne peuvent pas faire de télétravail et les gens du siège, etc. Voilà les raisons pour lesquelles on fait ça. Et toi, tu es d'accord? Bah, écoute, c'est pas le sujet. Voilà la raison pour laquelle après, en fonction de la maturité de l'équipe, je peux peut-être parler de mes états d'âme, mais en tout cas, c'est pas requis. En tout cas, on me demande pas, on ne peut pas me demander d'être d'accord. Comme dit saint Thomas, hein, en ce qui concerne l'organisation de son activité et des affaires humaines, le sujet est tenu d'obéir à son supérieur en tenant compte de la supériorité qui lui est propre, quoi, hein. Le manager ne peut prescrire que ce qui est dans son périmètre. Il ne peut pas prescrire des choses qui ne sont pas dans son périmètre. Or, dans le périmètre du manager, il n'y a pas le mouvement interne de la volonté. Donc, il répond après à son objection, et je finirai par là. Quand l'apôtre dit en tout, c'est-à-dire obéissez en tout, il faut l'entendre de ce qui concerne le droit du père ou du maître. Donc, obéissez en tout ce sur quoi il a l'autorité. Mais il n'a pas l'autorité sur tout parce qu'il ne peut pas prescrire le, le mouvement intérieur de la volonté. Voilà pour ces quelques réflexions autour de l'obéissance. C'était très bref, mais ça donne quelques éléments. En synthèse, on est dans un monde qui a tendance à, en tout cas le monde de l'entreprise, à refuser, à évincer les relations d'autorité et donc d'obéissance. Et pourtant, l'obéissance est une vertu, c'est-à-dire c'est ce qui va nous faire grandir. Pourquoi ça nous fait grandir? Parce que ça nous aide à ne pas voir notre propre volonté comme la fin ultime de toute chose et à nous tourner vers un bien plus grand que notre volonté. Est-ce qu'on doit obéir en tout? Non, on ne doit obéir qu'en ce qui relève du périmètre de mon manager dont est exclu le mouvement intérieur de la volonté. Voilà ce que j'ai essayé de montrer en synthèse. Merci beaucoup, Bernard. C'était passionnant. Euh, on va faire place aux questions. Vous pouvez les poser dans le Q&A. Je pourrais les prendre pour vous et les poser à Bernard. Bernard, on a une première question. Tu as parlé du coup du management participatif. Aujourd'hui, on entend beaucoup les notions de manager coach ou manager mentor. Est-ce que c'est un mouvement différent du management participatif ou est-ce que c'est dans la continuité? Mais on peut dire que c'est d'un point de vue générique, c'est dans la continuité, c'est-à-dire on est dans cette mouvance de rejet d'un management directif. Mais dans cette mouvance-là, il y a énormément de choses. Si on parle du point de vue gouvernance, on va avoir aussi l'entreprise libérée, l'organisation opale, l'holacratie et toute cette nébuleuse-là. Du point de vue management, on va avoir effectivement le manager coach et toutes les versions de cette dimension participative, mais Kurt Lewin n'est pas mobilisé directement chez les théoriciens du manager coach. Manager coach, on voit ce que ça veut dire, mais ça induit en erreur. C'est-à-dire que si le manager n'est qu'un coach, alors il abdique son autorité, c'est-à-dire son devoir de faire grandir, par oui, d'autorité avec la relation d'obéissance qui va avec. Mais il faut quand même dire que le manager a une dimension dans son travail, dans ce qui est attendu, dans ce qui est attendu de lui, une dimension qui relève de l'accompagnement, plus que du coaching peut-être, c'est-à-dire il est responsable pas simplement d'avoir une exigence de résultat, mais de donner les moyens, de responsabiliser, de garantir l'implication et de créer les causes dispositives de la montée en compétences. Donc, le manager n'est pas un coach, mais dans ses attributions, il y a quelque chose de similaire avec celui du coach.
mais qui est à compléter avec la relation d'autorité. Merci. Je prends De une même, autre question. complète juste quelque Pardon. chose. Par exemple, il ne s'agit pas d'évacuer le participatif sous prétexte d'être directif. Simplement, c'est la bonne intuition d'Hersey et Blanchard dans leur management situationnel. C'est une question de vertu de prudence. En fonction du degré d'autonomie d'implication des collaborateurs, je vais tantôt, et puis de la situation, tantôt être directif, tantôt participatif. Mais c'est quand l'idéologie vient primer sur l'intelligence de situation, et il me dit je dois être participatif parce qu'il faut être participatif. À ce moment-là, on court-circuite l'intelligence de situation du manager pour plaquer de l'idéologie. Ça, c'est Blanchard. Ouais, RC Blanchard, vous savez, le management situationnel, où on cartographie l'équipe en fonction des degrés d'implication et de compétences. Et ça donne une matrice avec quatre positions. Merci. Une autre question qui, je pense, touche beaucoup de nos contemporains et peut-être soi-même sont passés par là. Doit-on obéir aux prescriptions d'un manager toxique? Euh, alors, la réponse doit être nuancée parce que les prescriptions d'un manager toxique ne sont pas nécessairement des prescriptions toxiques. Certaines prescriptions d'un manager toxique sont des prescriptions saines. Et donc, on doit obéir aux prescriptions saines du manager toxique. Euh, mais si les prescriptions sont elles-mêmes toxiques, alors il ne faut pas y obéir. Donc, c'est plutôt la toxicité des prescriptions à laquelle qu'il faut prendre en compte plutôt que la toxicité de la personne qui donne ces prescriptions. Bon, c'est un peu rapide et expéditif, mais je crois que c'est quand même un point important, quoi. Merci. Autre question. Comme manager, dois-je privilégier l'épanouissement de mes collaborateurs ou l'obéissance à mon propre management? Entre parenthèses, direction de la boîte. Ah oui, ouais. Alors, bah ça, enfin, pour moi, ça relève vraiment de l'agir prudentiel. Euh, C'est-à-dire, je suis un peu embêté avec cette question. Un peu embêté parce que pour moi, ça, ça suppose déjà qu'il y a une incompatibilité. On voit bien, par exemple, il faudrait plus de temps pour un projet, pour qu'il permette à mes collaborateurs de progresser et de faire des erreurs pour pouvoir apprendre de leurs erreurs, etc. Versus la direction qui, elle, veut peu de temps. Et donc là, il y a un dilemme entre la direction qui veut qu'on le fasse en très peu de temps et l'exigence de progression des collaborateurs qui veut qu'on le fasse en beaucoup de temps. Et on voit bien le manager qui peut être tiraillé entre le marteau et l'enclume. Et la question, bah, c'est servir, il s'agit de servir le bien commun. Alors, la question, c'est du coup, quel bien commun? Parce qu'il y a le bien commun de l'équipe et le bien commun de l'entreprise. Et là, il semble, dans le cas à citer, que le bien commun de l'équipe et le bien commun de l'entreprise ne soient pas alignés. Pour moi, ça suppose ouais, de la délibération et notamment de prendre conseil, quoi. Moi, je crois que c'est le fait de prendre conseil qui peut aider à discerner. C'est un peu pauvre hein, comme réponse, je suis désolé, mais je... Une autre question, n'hésitez pas à en poser s'il en reste quelques-unes. Juste, je J'en ai une reviens sur dernière. le conseil. Oui, Prendre conseil, c'est important sur tous ces sujets-là. Prendre conseil des bonnes personnes. Même, par exemple, manager toxique. Manager toxique, euh, prendre conseil notamment de mon entourage personnel, quoi. Chouchou à la maison, elle est peut-être bien placée pour savoir. Où il est peut-être bien placé pour m'aider à discerner si je dois rester ou si je dois partir, si je dois accepter temporairement de servir le bien commun de l'entreprise qui va contre, en l'occurrence ici, le bien commun de mon équipe, même si voilà, c'est une question complexe.
Donc, ouais, prendre conseil, quelque chose qu'on ne fait pas assez. Et c'est déjà un peu de l'obéissance, en fait. C'est une forme de docilité. C'est très intéressant. Une question sur la limite entre respect et obéissance, la distinction entre les deux. Distinction limite entre respect et obéissance. Euh, le respect, c'est dû à la personne. L'obéissance, ça a pour objet le précepte. En fait, quand on dit j'obéis à quelqu'un, s'il ne m'a pas donné d'ordre, je ne vais pas lui obéir. C'est pas l'obéissance. Donc, le respect, ça porte plutôt sur la personne. L'obéissance, ça porte sur les préceptes. C'est-à-dire, le précepte, c'est quoi? C'est la traduction d'une volonté. Donc, on peut dire que le respect peut être le motif de l'obéissance, puisque la considération que j'ai pour une personne va être la raison pour laquelle je vais mettre en œuvre les préceptes qu'il édicte. Très clair, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que tout le monde a pu poser ces questions à Bernard sur ce sujet vaste? S'il n'y a pas plus de questions, je vous invite à regarder le programme des conférences du RASO. La conférence de ce soir s'inscrit dans un cycle des relations professionnelles. Donc, on avait doit-on obéissance à son manager? Et au mois de mai, nous aurons deux autres conférences. L'une, qu'est-ce que manager en chrétien? Donc, dans l'autre sens, du manager vers le manager. Et la dernière, mon collègue est-il mon prochain? Donc, sur les relations horizontales en entreprise. Donc, n'hésitez pas à regarder, à vous inscrire, à en parler autour de vous. Et ce sera toujours avec cet angle philosophique pour essayer de donner de l'épaisseur à nos réalités professionnelles qui sont parfois pragmatiques, opérationnelles et un peu plates, enfin du moins en apparence. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici avec Bernard et puis avec les deux intervenants qui suivront, de donner un peu d'épaisseur à ces réalités que nous connaissons tous. Bernard, un grand merci pour ta participation et la réflexion que tu nous as partagée. Et puis merci à vous pour votre présence. Et on se retrouve très bientôt sur d'autres conférences du RASO. Bonsoir à tous. Merci. Merci Bernard.